Oui, oui, on a 10 minutes de... Je ne vais pas vous présenter une image, qui est une image d'actualité, qui est celle du défi du bois qui se déroule actuellement. Et j'ai vu que dans votre programme, vous étiez dans les Vosges demain. Je vous encourage à détourner l'autobus. Mercredi, je vous encourage à détourner l'autobus. Pour voir ce que sont capables de faire ensemble des architectes, des ingénieurs, et puis c'est également des compagnons, et puis des opérateurs du bâtiment. Donc sur la plaquette que vous avez dans votre chemise, le slogan de notre université, c'est faire dialoguer les savoirs. Voilà donc 10 ans que nous essayons de faire, à notre modeste niveau, de faire dialoguer les savoirs. Dans l'acte de construire, bien évidemment. Alors j'ai intitulé ma présentation « Le bois dans la construction, réflexion sur les évolutions probables et conséquences pour l'amont de la filière ». Ne vous attendez pas de ma part à un exposé scientifique classique. Je ne sais plus faire ça depuis très longtemps. Mais je voudrais vous proposer quelques réflexions alimentées au cours des années pour fréquenter beaucoup à la fois le monde de la forêt et le monde de l'industrie. Alors, la machine ne marche pas. Si, c'est ça, c'est bon. Voilà. Alors, ce que je vous propose en menu, quelques mots sur la filière. J'ai appelé ça un attelage improbable. Se poser quelques questions sur le marché, sur la construction, puisque c'était quand même ça le thème. L'adaptation de ce marché à un monde qui est de plus en plus rapide dans ses évolutions, et puis finalement la question que tout le monde se pose, que faut-il dire aux forestiers? Alors on va essayer de répondre à tout ça, tout le monde on va tenter. Alors la filière forêt-bois, moi je la schématise sous forme d'un attelage qui est celui-ci, donc constitué dans un premier temps de 2 wagons, un wagon amont, la forêt, et puis un wagon aval, l'industrie, avec une barre d'attelage entre les deux qui est très 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 longue, puisque l'horizon forestier s'inscrit en général dans les horizons, allez, on va faire simple, on va dire 100 ans. La vision d'une entreprise aujourd'hui, c'est largement moins de 5 ans, parce que ça va vite, et puis la situation économique est bien souvent compliquée. Donc on va dire 5 ans, c'est déjà bien. Une stratégie d'entreprise à 5 ans, c'est déjà pas mal. Donc voilà l'attelage, et on va se proposer de le faire avancer. Mais il manque quelque chose d'essentiel dans ce dispositif-là, c'est le wagon de tête, c'est le marché. Et le marché, c'est celui qui finalement est tout devant, là, le plus en aval possible. Et celui-là, il est fluctuant, changeant, mondialisé, rapide, et il faut faire avec, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment on fait pour piloter tout ça, et comment on fait pour avancer l'ensemble du dispositif. Finalement, où on met le pilote. Alors, il y a différentes façons de procéder. On peut envisager de le mettre là, c'est-à-dire qu'on fait avancer le système par l'arrière, mais compte tenu du dispositif de liaison entre les wagons, vous voyez bien que ça ne fait pas forcément avancer beaucoup l'ensemble du dispositif. Donc, c'est probablement pas la meilleure des solutions. Donc, le pilotage par l'amont, qui nie le marché, ça ne fait pas avancer notre attelage. Deuxième possibilité, c'est de mettre le pilote dans l'industrie, dans le wagon industrie. Alors, il y a un léger mieux, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ça n'a pas encore beaucoup progressé. Alors finalement, la seule solution, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quel que soit son mode de pensée politique, finalement, le patron de tout ça, c'est incontestablement le marché, et c'est celui qui tire l'ensemble. Si on oublie ça, on n'avance pas d'un millimètre. Donc le pilotage par l'aval, c'est reconnaître le marché, et puis dans cette configuration-là, on peut considérer que l'ensemble de cet attelage filière forêt-bois est en capacité de progresser. Donc voilà une pièce essentielle dont Myriam l'a un peu évoqué, mais on en parle assez peu finalement dans nos réunions, qu'on soit forestier ou scientifique de manière générale. C'est une espèce de sujet pas tabou, mais qu'on oublie en général. Alors, le marché, c'est d'abord un consommateur. Donc, il faut peut-être aller lui poser la question à ce consommateur de ce qu'il pense de nos petites affaires, si on l'intéresse ou si on ne l'intéresse pas. Alors, il existe un certain nombre de données qu'on va essayer de regarder, mais déjà, pour situer un peu les enjeux, moi j'aime bien ce graphique-là parce qu'il montre qu'on n'est pas des nains dans l'affaire. Quand on regarde la production mondiale annuelle en tonnes sur tous les matériaux qui font notre quotidien, qui permettent de bâtir, de construire, de fabriquer tout ce qui est autour de nous, vous voyez que la place du bois, elle est loin, elle est sur le podium, incontestablement, presque à égalité avec la production mondiale d'acier.
Loin derrière, le béton, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis loin devant, un grand nombre d'autres matériaux qui, pour certains, d'ailleurs, posent un certain nombre de problèmes. Je pense en particulier à des ressources de type ressources fossiles, comme le cuivre ou autre. Il suffit d'aller regarder le cours du cuivre sur les marchés mondiaux pour se persuader qu'il commence à y avoir un certain nombre de problèmes sur ce type de matériaux. Donc voilà où on se situe, et puis finalement le consommateur, il pense quoi de notre beau matériau? Alors il y a plein d'études qui ont été faites, j'en ai pris deux, j'ai pris celle-là qui date de 2009, qui essayait de demander au consommateur lambda, comme tous, ce qu'il était en capacité de penser du bois, du béton, de l'acier, du PVC, par rapport à ces usages qui sont nos usages au quotidien. Le bois, matériau d'avenir, pour le consommateur, il n'est pas plus d'avenir que les autres, il est tout pareil. Il garde une connotation importante, c'est qu'il reste dans l'esprit du consommateur un matériau plus cher que les autres. Ce qui est bien, c'est que le syndrome des trois petits cochons a largement progressé. Maintenant, il est presque aussi solide que les autres. Et largement plus que les matières plastiques et le PVC de manière générale. Et puis, il a deux avantages que les autres n'ont pas. C'est qu'il est considéré incontestablement comme un matériau écologique. Et il est considéré, ça c'est quand même bien, comme un beau matériau. Quand il y a de la beauté, il y a de l'espoir. Donc voilà une étude qui date de 2009. En voici une autre qui est toute récente, qui a été commanditée par le Codifab et puis par France Bois Forêt, qui a été présentée en novembre 2014, donc c'est tout récent. Et ce qui est intéressant de voir, alors là c'est très franco-français, hein, c'est les Français et le bois, c'est qu'on retrouve globalement en termes d'image à peu près les mêmes caractéristiques. Le bois, c'est un matériau chaleureux, beau, écologique, résistant, rassurant, performant. Et puis, dans les points négatifs, on retrouve le prix, le prix de l'entretien. Un matériau qui, pour le consommateur, est peu innovant. Il est sans doute marqué par son côté matériau noble, on a souvent dit ça, matériau tradition. Et souvent, la tradition est opposée à la modernité. Donc voilà un premier éclairage sur la situation. Et puis, un autre élément qui est important, c'est que pour le consommateur, le bois, c'est d'abord un matériau fait pour construire. Voilà. La tête des gens, la tête des consommateurs, le bois, c'est avant toute chose un matériau fait pour construire. À une très très grande majorité, les consommateurs sont d'accord pour dire qu'on a là un matériau qui donne de la valeur à une maison, à la fois dans ce qu'elle est, mais également dans son aménagement intérieur. Donc voilà finalement quels sont les éléments qui sont dans la tête du consommateur, et c'est important de les avoir tous présents à l'esprit. Alors, il y a aussi une opportunité, c'est que les mentalités sont un petit peu en train de changer. On est certes dans un monde globalisé, dans des marchés qui sont mondiaux, mais il y a un effet cocorico qui est en train un petit peu d'évoluer. Le consommateur se dit prêt à dépenser, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais il est prêt. Il est prêt à dépenser un peu plus pour avoir un produit d'origine française. Vous voyez que en termes d'opinion, ça évolue un petit peu. Entre 2008 et 2014, nous avons progressé. Et puis, il y a, bon, ça c'est lié à la qualité, bien entendu, la confiance qu'on apporte par rapport aux produits dits hexagonaux est en train incontestablement également d'augmenter. Donc, il y a une opportunité qui a été saisie par nos fédérations professionnelles. La campagne Préférer le bois français s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement intéressant, qui peut donner des résultats à n'en pas douter. Alors, mais ceci dit, le marché, il est très irrégulier. Tout à l'heure, j'entendais parler des difficultés à avoir des chiffres sur l'utilisation de dans tel ou tel secteur. Prenons l'exemple du meuble, ça c'est très récent, c'est le 13 juin dans le Bois International, qui est présent dans la salle. Dominique Weber, qui est le président de l'UNIFA, disait ce que je pense profondément, c'est que les industriels du meuble, ils ne raisonnent pas en fonction d'un matériau. Les industriels du meuble, le bois, pour être un peu trivial, ils sont en pôle. C'est pas ça le problème. Ils raisonnent par rapport à un marché, et si le marché demande des meubles, regardez l'évolution des meubles de jardin aujourd'hui, dans les grands centres de distribution, il y a quelques années le bois c'était tendance, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Vous avez des produits qui par rapport aux préoccupations d'entretien répondent mieux que le bois à ce marché-là. Donc dans cette optique, le marché du meuble, c'est pas là où on va mettre le bois d'une manière massive, ça c'est à peu près évident. Le marché du meuble, les entreprises du meuble raisonnent en termes de multimatériaux. Et la seule chose que peut affirmer le président de l'UNIFA, donc il est bien placé, c'est que les meubles en bois massif représentent 5% du marché, c'est-à-dire peanuts ou pas grand-chose. Il reste une minute.
C'est vrai? Oh mon Dieu, alors faut que j'aille vite. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement où est le marché. Bon, tous les rapports, qu'ils soient politiques, etc., arrivent à peu près à la même conclusion. 3 grands secteurs, le bois massif, le bois et la chimie et le bois énergie. Donc on va passer rapidement là-dessus. Juste un petit clin d'œil sur la problématique du bois énergie. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Se rappeler que l'histoire nous donne quand même 2-3 enseignements. Hein, c'est que la forêt française avait atteint un point bas et puis le mouvement s'est inversé quand on a abandonné l'utilisation du bois en charbon de bois. Donc faisons attention et soyons prudents par rapport à ça. Où nous allons, ça a été dit, bon, les chiffres varient, mais enfin il est certain que l'utilisation du bois va être extrêmement évoluer dans les prochaines années. Au Québec, on parle d'un triplement d'ici 2050. Alors, le marché principal, il devrait être sur le marché de la construction, pour différentes raisons. Qu'on le veuille ou non, on est dans un espace fini, dans l'infini, c'est pas trop, mais enfin on va peut-être de temps en temps là, mais pour l'instant on est dans un espace fini. Et la vraie problématique qui est la nôtre, c'est comment on va loger à peu près 200 000 nouveaux consommateurs par jour, 200 000 nouveaux consommateurs par jour, qui ont un besoin légitime entre ceux qui meurent et ceux qui naissent. Donc on pourrait, moi c'est le cours que je montre toujours à mes étudiants en début d'année. Je leur dis, vous avez une chance inouïe, c'est que vous êtes dans la période la plus difficile de l'histoire de l'humanité. La population mondiale va exploser, et puis il va falloir faire plus avec moins, et c'est pas ça. Il va falloir vous creuser la tête. Alors, le logement, c'est une nécessité, c'est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis il va se rajouter à ça un phénomène auquel on va être confronté, c'est qu'on a à peu près 32 millions de réfugiés climatiques par an en 2012, qu'il faut loger aussi, et 200 millions de réfugiés climatiques prévus chaque année autour des années 2050. Donc du bâtiment d'urgence, ce sera aussi, là ce sont des bâtiments qui ont été développés par Shigeru Ban, un architecte qui a eu l'équivalent du prix Nobel d'architecture. C'est un secteur qui est loin d'être négligeable. Alors pour loger, il y a différentes solutions. On peut aller vers le haut, on peut aller vers le bas, on peut aller faire flotter les villes, on peut aller éventuellement dans l'espace, on l'a dit. Mais il est clair que dans un premier temps, le développement de l'habitat va se faire dans la verticalité urbaine. Tous les projets architecturaux qui se développent ici et là vont dans ce sens-là. Alors, construire, oui, construire beaucoup, mais avec quoi? Je passe rapidement là-dessus, mais ça m'avait beaucoup interpellé. Je n'avais pas imaginé qu'il pouvait y avoir une crise sur un produit que je pensais inépuisable, qui est le sable. Et ce film qui est paru il y a quelques années a obtenu un certain nombre de prix. On peut le retrouver, je vous invite à le regarder. Il met en évidence un certain nombre de choses qui sont assez étonnantes sur cette ressource naturelle utilisée dans le bâtiment pour faire du béton, bien entendu. Je prends le dernier item en bas, en Floride, il y a 9 plages sur 10 qui sont en voie de disparition parce qu'on a besoin de sable pour construire. Alors, à court terme, la verticalité, elle voit là-dedans et on comprend mieux pourquoi, en termes de stratégie, dans le secteur de la construction, le plan industrie du bois qui a été évoqué tout à l'heure essaye d'apporter une réponse à cette problématique-là. Alors, Franck Matisse et Dominique Weber, qui sont d'ailleurs les parrains de l'édition des défis du bois, qui seront demain à Épinal, ont réfléchi à cette problématique-là et pensent qu'une des solutions et un des secteurs importants pour le bois, ce sera incontestablement la construction des bâtiments à étages, et on commence à savoir faire. Bon, celle qui était la plus connue à une époque, c'était le 9 étages à Londres, mais depuis on a fait des tas de choses, et on a même des choses dans les Vosges, puisque le plus haut bâtiment en bois en France, c'est le bâtiment qui a été fait à Saint-Dié par le Corrigien, et qui est un bâtiment, de mon point de vue, tout à fait exceptionnel, puisqu'il est quasiment passif, il est isolé, il est fait en bois avec du CLT, et il est isolé avec de la paille. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça, c'est aussi une des réponses à un problème social que vous avez ici. Aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 13% de la population qui est en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à payer le chauffage de leur logement. Donc la solution, c'est de faire en sorte de leur faire des logements où il n'y a pas besoin de chauffer. Et l'économie qui est réalisée dans ce bâtiment-là, je connais bien Jean-Marc Remel, qui est le directeur du Toit Vosgien, l'économie qui est faite par les locataires génère l'équivalent d'un salaire mensuel supplémentaire. Ce sont des logements sociaux. Donc un pouvoir d'achat qui, bien entendu, d'un point de vue social, prend toute sa signification. Alors le bois, je n'entendrai pas là-dedans, mais par rapport à cette problématique du faire plus avec moins, qu'on évoquait sur cette courbe-là, il y a plein de réponses. En fait, le fait que ce soit un matériau avec des performances thermiques, des performances d'isolation intéressantes, qu'on s'inscrive dans une filière sèche, que le coût énergétique de production soit plus faible, etc., etc. Ce n'est pas l'objet de décliner tout ça.
Alors, l'évolution aussi probable dans le monde du bâti, de la construction, de l'urbanisation, qui de toute manière est incontournable, c'est qu'il faut aussi loger les gens, mais aussi les nourrir. Et il y a quelques petites tendances qui sont intéressantes. On va de plus en plus vers de l'habitat qui monte, hein, mais qui va être aussi capable de produire sa propre énergie, voire même sa propre nourriture. Hein. Alors, ça paraît un peu de la science-fiction, cette affaire-là, mais non. Ce n'est pas de la science-fiction. Les fermes verticales commencent à se développer. Vous en avez une, entre autres au Canada, à Vancouver. Elle est installée sur le toit d'un parking au centre-ville. Elle produit 1500 kg de légumes par semaine. Et puis, un système d'ascenseur qui fait que vous êtes livré tout en bas. Et que ça, c'est vraisemblablement une tendance sur laquelle on aura aussi des réponses à apporter. Alors, c'est intéressant parce que si on a, imaginons, on fait un peu de la science-fiction, mais il faut rêver, il faut essayer d'imaginer des choses. Si on va vers des tendances lourdes comme celle-là, vous savez qu'il y a toujours eu un rapport très étroit entre l'agriculture et la forêt. Hein, quand l'agriculture a besoin de territoire, c'est la forêt qui recule. Et quand on est, par exemple, en agriculture de montagne, on a une déprise des terres agricoles, c'est la forêt qui reprend la place. Donc il y a une interaction là qui est intéressante à analyser et qui vraisemblablement aura des conséquences sur notre vie au quotidien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le marché qui pilote la demande, le marché de la construction, et ça a été dit un petit peu tout à l'heure, les produits, ils ont une vie. Je prends cet exemple-là, le marché de la construction, il y a toujours besoin de plus de produits. Ici, le contreplaqué, il est arrivé à son sommet, puis il est en train de décroître. On a inventé un nouveau matériau, l'OSB, qui a pris le relais, et on va toujours procéder de cette manière-là. Une chose est certaine, c'est que le marché de la construction, il n'a pas d'état d'âme. Il a besoin de produits d'ingénierie qui soient calibrés, hein, qui permettent de faire rapidement et à moindre coût des bâtiments, bien évidemment, dans un contexte de qualité. Et c'est la tendance aujourd'hui. Le plus connu, c'est incontestablement le CLT, qu'on peut considérer comme un béton renouvelable, puisque c'est finalement la même chose que ce qu'on faisait en matière de préfabrication, donc des prédales ou des prémurs qui étaient montés sur chantier. Le CLT, c'est une réponse à cette approche, qui est l'approche qui permet de prendre les marchés sur le monde de la construction. Alors, peut-être une première réflexion par rapport à ça. Alors, je déborde largement, mais tant pis. Soyons fous. Hein, les besoins en produits d'ingénierie, c'est une réponse à apporter pour faire de plus en plus long et de plus en plus large. Alors, le forestier doit dire, est-ce que je suis capable de faire des longs et des arbres qui montent jusqu'au ciel? Myriam m'a dit non. Hein, donc, il faudra trouver une autre solution technologique pour faire ça. Et puis faire des arbres de diamètre qui permettent de faire des dalles de 2,50 m, vous pouvez toujours essayer de trouver une solution, c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc, moi, mon sentiment, mais je ne suis pas un forestier, c'est qu'on va vers des rotations sans doute plus courtes, avec des diamètres sans doute plus petits, et puis une reconstitution qui, de toute manière, est quasi incontournable. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est la capacité de notre filière à s'adapter au changement. Moi, cette courbe-là, je la montre toujours aussi aux étudiants. Elle met en exergue ce que sont les vitesses de changement. Là, il y en a une qui est exponentielle maintenant, c'est les changements technologiques. Ça change à toute vitesse tout le temps. Et puis, nous avons ici nos arbres qui poussent. La vitesse, elle évolue un petit peu, hein, mais enfin, c'est pas exponentiel, hein, on est bien d'accord. Donc, globalement, on a un espèce d'écart qui est en train de se creuser et qui pose quand même quelques questions. L'illustration de l'exponentiel, c'est ce que je montre aussi à mes étudiants. Moi, quand j'étais petit, le premier téléphone que j'ai vu, c'était celui-là chez mon grand-père. Hein. Et puis aujourd'hui, on a tout ça, et puis vraisemblablement, dans quelques années, on aura des choses qui ressemblent à ça. Donc on est sur ce modèle exponentiel à tous les niveaux du savoir scientifique et technique. Alors pour faire plaisir à Marie-Christine, j'ai repris une citation de Darwin. Comment on va essayer de se situer dans tout ça? Simplement parce qu'on aura l'intelligence de s'adapter au changement. Alors, je considère toujours que l'industrie du bois est en retard technologique. 3 exemples. Dans le domaine de la commande numérique, quand vous regardez les machines à commande numérique inventées en 1942, utilisées sur l'acier aux États-Unis, en 1978, c'était un outil généralisé dans tous les ateliers qui faisaient l'usinage des métaux. En 1978, c'est la première fois qu'on a vu apparaître un constructeur de machines outils à commande numérique en France. Donc vous voyez qu'il y a un décalage d'à peu près une trentaine d'années, et ça s'est banalisé dans le domaine du bois autour maintenant. Hein. Donc vous voyez un retard technologique tout à fait conséquent. Autre exemple, c'est vrai aussi dans tout ce qui est réglementation, calcul, dimensionnement. Les eurocodes, c'est pas seulement le bois, c'est tous les systèmes constructifs. Et quand on voit la galère que c'est encore pour essayer, que c'est encore aujourd'hui, pour faire en sorte que cette réglementation passe dans toutes les entreprises, on mesure aussi le décalage qu'elle nous. Puis un dernier exemple, c'est les traitements thermiques.
Les traitements thermiques sur l'acier, à l'âge du fer, on avait déjà inventé ça, et on commence à se prendre la tête avec ça depuis quelques décennies sur le bois. Donc, quelques exemples pour montrer qu'on a un décalage. Alors, être en retard, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'on a l'impression d'être très mauvais, mais c'est un avantage aussi parce que ça permet de bien analyser les erreurs des autres et de ne pas les commettre. Peut-être d'aller plus vite finalement, au final. Autre élément de réflexion, c'est un truc qui m'agite un peu en ce moment, c'est l'utilisation des robots pour l'industrie du bois. Est-ce que c'est un fantasme ou une solution? Je pense que c'est plus un fantasme, c'est une vraie réalité du monde industriel aujourd'hui. Quand on regarde la situation française par rapport aux autres pays du monde, on est encore une fois de plus à la traîne. Mais l'intérêt de la robotisation industrielle par rapport au problème de délocalisation d'entreprise, c'est que les robots sont capables de produire à des coûts de production d'objets fabriqués en grande série, mais de faire des petites séries ou des pièces unitaires à ce prix de la fin de série, en jonglant sur des programmations qui sont extrêmement souples. Donc ça, c'est sans doute une des solutions. Alors, dans le domaine de l'habitat, là encore, fantasme ou réalité, je passe rapidement sur ces quelques illustrations, mais c'est déjà une réalité pour le béton. Aujourd'hui, on peut imprimer sa maison en béton, on fabrique déjà des ouvrages de ce type-là. Alors, dans le domaine du bois, est-ce que c'est envisageable? On a commencé à y réfléchir. La première structure qu'on a faite finalement, qui s'apparente à cette réflexion-là, c'est celle-ci. C'est une structure plissée qui a été développée dans le cadre des défis du bois l'an dernier, avec toute une logistique, bien entendu, informatique, qui permet, depuis l'ordinateur du concepteur, de piloter le robot. Alors, c'était un peu plus compliqué que ça, mais il y a une complexité dans tout ça que l'intelligence et l'habileté humaine n'étaient pas capables d'aborder. Alors, l'intérêt aussi, c'est que la robotisation, elle permet de rendre possible ce qui était impossible. Ça, c'est un exemple d'un concept de mur en bois, développé par mes collègues Jean-François Bocquet et Laurent Blairon, qui permettent de faire des trucs qu'on n'arrive pas bien à faire, mélanger des feuillus ou des résineux, intégrer des qualités secondaires dans les structures. C'est possible parce qu'on a imaginé un système d'assemblage basé sur un ancrage finalement purement mécanique, qui n'utilise pas de colle, qui n'utilise pas de choses très compliquées. Et c'était totalement impossible de fabriquer ça parce qu'en fait, il y a une complexité dans l'usinage qui rend de la folie furieuse, mais le robot permet de le faire. Donc c'est rendu maintenant possible parce que le robot sait faire la manutention, régler la complexité de l'usinage, la précision de mise en œuvre, et puis bien entendu le faire à un coût qui est compétitif. Donc on est en train quelque part de mettre en place ce qui pourrait être une sorte d'imprimante 3D pour le bois massif, plus de panneaux de contreventement, plus de colle, et avec des rendus structuraux qui sont à l'identique. Donc c'est une piste extrêmement intéressante et extrêmement prometteuse. Je passe rapidement là-dessus parce que j'ai déjà dépassé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Un modèle possible, ça pourrait être celui-là. On a un territoire forestier, j'ai pris la Lorraine, bien entendu un territoire forestier certifié. Il faut malgré tout une première transformation, c'est indispensable. Et puis on pourrait imaginer ces usines, ces petites grosses imprimantes du futur, disséminées sur le territoire. Et puis bien entendu, il y a des clients parce que ceux-là, il ne faut pas les oublier. Et puis le modèle, ça pourrait être celui-là. Donc en termes à proximité donc, des territoires forestiers, ces grosses imprimantes 3D pour le bois ou micro-usines robotisées qui pourraient être pilotées depuis votre bureau d'études à Paris ou je ne sais pas où, ou même voir votre salon. C'est d'ailleurs un concept qui est en train de se développer parce qu'on peut sur Internet se créer ses propres meubles et les faire fabriquer. Donc on n'a rien inventé, donc c'est simplement une transposition de quelque chose qui commence à exister. Alors, la vraie question, c'est comment la ressource forestière peut s'adapter aux techniques et process industriels qui évoluent en permanence. Bon, j'ai pris ici un thème d'actualité, c'est l'utilisation du hêtre en construction, mais je crois que Mademoiselle Rossan viendra vous en parler. C'est le bâtiment qui a été fait avec le produit de Paul Meyer, qui a d'ailleurs présenté cet après-midi à Xerti. Alors, pour répondre à cette question, j'ai toujours en tête ce que j'ai vu au Québec. Le lamellé, c'est un matériau extraordinaire, mais qui nécessite tout de même, pour faire les lamelles, une certaine largeur minimum. Alors, au Québec, on fait aussi du lamellé collé, avec des épinettes en particulier, et quand on connaît, quand on est forestier, bien entendu, la morphologie des épinettes n'échappe à personne. Alors, j'ai pris cet exemple d'une entreprise qui s'appelle Chantier Chibougamau,
À titre de comparaison, c'est à peu près la même chose que Sadbrod en capacité à fouiller près. C'est une entreprise qui est située tout au nord du lac Saint-Jean, et qui fait de l'exploitation forestière, qui fait du sciage, qui fait du bois pour les papeteries, qui fait bien évidemment du 2x4, qui fait des poutrelles en lit, qui fait du lamelé collé et qui fait maintenant du CLT. Avec une ressource forestière qui est à peu près la réalité, c'est ça, c'est que d'épinettes noires, ou pratiquement que d'épinettes noires, avec un diamètre fin bout qui est, vous voyez, c'est pas de la grosse, hein. Quand vous en avez comme ça, vous avez une grosse grume, hein. Et il faut faire avec. Donc comment, finalement, il y avait deux façons de voir les choses. Pour faire du lamelé collé, on demandait aux forestiers québécois de faire pousser des gros arbres, des grosses épinettes. Première solution, ou trouver le process industriel qui permet de faire. Ce qui était le cas. Donc le lamelé collé de chantier Chibougamau, c'est ça, ce sont des petits carrelets qui font 3 cm sur 3, qui sont tirés des cimes des épinettes, encore plus forts, hein, et qui sont collés dans les deux directions. Alors évidemment, le process industriel est plus compliqué, mais ça donne en fait un matériau qui est extraordinaire. Il est extraordinaire pourquoi quand on a travaillé sur le chantier de la Fondation Louis Vuitton, le bâtiment de Franck Gehry, les assemblages, c'est encore Jean-François qui s'y est collé, et puis les poutres qu'il y a dans ce bâtiment-là, les poutres en bois, ont la mauvaise idée de travailler en torsion. Pour les mécaniciens du bois, le bois en torsion, c'est pas terrible, compliqué. Hein. Et la seule solution qui a été trouvée, c'est finalement de faire un lamelé collé, comme le faisait Chantier Chibougamau au Québec, hein, mais le faire en Europe. Donc, moi, la philosophie, enfin plus exactement la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que ce sont les techniques et les process industriels qui s'adaptent aux réalités de la ressource forestière, et c'est jamais l'inverse. Voilà. Si vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue, mais ça ne fait rien, je le partage avec moi-même. Donc cette question, elle est posée tout le temps. Quand j'étais au Québec, j'ai participé à plein d'ateliers régionaux sur la planification forestière, et on me demandait tout le temps, mais qu'est-ce qu'il faut faire pousser pour s'adapter aux techniques, aux besoins du marché de demain? J'en sais rien, mais j'ai quand même 2-3 convictions. Les convictions, elles sont là-dessus. C'est que le secteur dominant, ce sera la construction, donc il faut de la disponibilité. L'évolution du monde, les 100 000 nouveaux consommateurs à loger tous les jours, il faudra de la quantité. L'innovation de produit, elle va demander aussi de la quantité. Les caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire les ratios sur propriétés mécaniques, par exemple, capacité, il faut réussir, il faut que le forestier réussisse à nous optimiser ça. Sur les problèmes de classement, parce que ce sont des éléments de structure, si vous pouviez faire moins de nœuds, ce ne serait pas plus mal. Hein. Les problèmes de stabilité dimensionnelle, si vous pouviez faire pousser des essences avec un retrait plus faible, ce serait drôlement bien aussi. Et puis, dans la mouvance de la demande du marché, si vous pouviez donner des essences qui soient naturellement durables, on en ferait notre affaire. Et puis, pour le problème de l'énergie, bien évidemment, il y a encore besoin de quantité. Donc ça, c'était en 2011 au Québec. On m'a posé la même question lors du colloque de l'utilisation du hêtre en construction. Ma conclusion, c'était la même. Hêtre, pas hêtre, c'est pas ça le problème. Compte tenu des enjeux et des besoins, compte tenu de la rapidité des changements technologiques, la réponse principale, c'est qu'il faut du volume de matière ligneuse. La science et la technologie sauront faire avec, parce que sera la science et la technologie quand les arbres que vous allez décider de planter aujourd'hui seront à maturité? De toute façon, je peux raconter n'importe quoi, je serai mort et vous aussi. Et vous ne saurez pas ce qu'est l'utilisation de cette ressource-là. Voilà, alors comme je suis, pour ceux qui me connaissent, toujours un peu taquin, toujours un peu provocateur, je n'ai pas résisté au plaisir de remettre cette citation d'Albert Jacquard qui dit qu'il faut certes des scientifiques efficaces que nous sommes tous, mais aussi quelques provocateurs dont j'espère faire partie. Je vous remercie de votre attention. Merci.